suivre une logique, n'est-ce pas? Et cette logique-là va répondre à ces 4 points-là que nous avons. Le premier point est de définir les objectifs de votre programme. Donc, le programme que vous cherchez à mettre en place doit se baser sur un objectif clair. L'objectif doit être donc précis pour qu'au moins la personne puisse démarrer son programme. Mais si l'objectif n'est pas clair, par exemple, l'objectif de dire quoi? Je veux un programme qui me calcule le PGCD, le PPCM. Je veux un programme qui me calcule le factoriel de tel, etc. Un programme qui me résout une équation. Donc là, l'objectif du programme, c'est de résoudre une équation. L'objectif du programme, c'est de sommer. L'objectif du programme, c'est de faire le factoriel. Donc là, on a un objectif à atteindre et on va mettre en place un programme qui va répondre à cet objectif-là. Donc là, c'est le premier point qu'un programme de langage C doit choisir les méthodes, voilà, que l'on veut utiliser pour écrire ce programme-là. Donc, il faut aussi le choix des méthodes. Le choix des méthodes aussi est important pour la résolution d'un problème et pour la mise en place éventuellement d'un programme qui va répondre à un objectif bien défini. Après, une fois que ces 2 points-là bien énumérés, il faut maintenant passer à la création du programme. Donc, on a un objectif, on a choisi les méthodes, maintenant on doit passer à la création du programme. Une fois le programme terminé, voilà, il faut passer à la phase finale qui sera la phase d'exécution de ce programme-là pour essayer de voir quels seront les résultats que le programme va fournir. Et ces résultats-là aussi doivent répondre à l'objectif qui a été défini au départ, n'est-ce pas? Donc, le grand succès du langage C s'explique par les avantages suivants. C'est le langage qui est universel. Voilà, aujourd'hui, pas mal de langages de programmation. Une fois que vous avez la base en langage C, tous les autres langages de programmation que vous utiliserez seraient faciles pour vous. Tout ce qui peut changer et autres pourrait être autour de la syntaxe. Mais c'est le langage de base. Et une fois que la personne comprend ce langage-là, elle peut maintenant, face à n'importe quel autre langage, la compréhension serait facile. Donc, le langage de C n'est pas orienté vers un domaine d'application spécifique. Donc, elle est large. C'est un langage très large, universel. Sa compacité, en fait. Le langage de C est basé sur un noyau de fonctions et d'opérateurs limités qui permettent la formulation d'expressions simples mais efficaces. Donc, il y a la notion de formulation d'expression. Des expressions sont des expressions sont simples, mais éventuellement, elles sont efficaces. Près de la machine. Donc, on dit donc le point près de la machine, il faut dire quoi? Il offre des opérateurs qui sont très proches, n'est-ce pas, de ceux du langage machine et des fonctions qui permettent à un accès simple et direct aux fonctions internes de l'ordinateur. C'est-à-dire donc gestion de la mémoire, etc. Donc la gestion. La rapidité en termes de ce langage-là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la rapidité de ce langage-là? Il est possible de développer des programmes spécifiants, des programmes efficients et rapides. Donc là, en termes de rapidité, le langage C aussi offre la possibilité de mettre en place des programmes qui sont rapides d'exécution, voilà, qui sont efficaces en termes d'efficacité, etc. La portabilité. En respectant le standard ANSI C, donc il est possible d'utiliser le même programme sur tout autre système. Pas simplement en le recompilant. C'est-à-dire, si vous définissez votre programme C sur un système Linux, n'est-ce pas, vous prenez le même programme que vous avez déjà exécuté, que ça marche en environnement Linux, vous le déportez en environnement, Windows. Ce même programme-là doit marcher si vous l'exécutez à nouveau là-bas. Donc, l'environnement importe peu par rapport à l'exécution d'un programme. Dès l'instant que le programme marche dans un environnement, il doit aussi marcher sur n'importe quel autre environnement où on le déporte. L'extensibilité. Le langage de C est animé par des bibliothèques, des fonctions privées ou livrées par de nombreuses maisons de développement. Donc là aussi, il y a la notion de bibliothèque. Donc aujourd'hui, le langage de C, en programmant en langage C, on utilisera ce qu'on appelle des bibliothèques. Des bibliothèques donc qu'on va inclure dans nos programmes. Et il faut comprendre que
Ces bibliothèques-là, c'est un ensemble de fonctions. On peut dire une bibliothèque de livres. Ici aussi, on aura une bibliothèque de fonctions. Donc, la bibliothèque qu'on importe, elle aura à son sein plusieurs fonctions déjà implémentées. Des fonctions qui sont privées et ou livrées à de nombreuses méthodes de développement. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la notion de bibliothèque. C'est un ensemble de fonctions qu'on va utiliser au sein de nos programmes. Après la notion de... On passe maintenant à la présentation du langage C. N'est-ce pas? Quelle présentation on peut donner à ce langage C-là? Donc, la première partie, c'est le cycle de développement. Le cycle de développement. Les différentes étapes de développement d'un programme C sont les suivantes. D'abord, nous avons la création du code source. Donc, on vous parlera du code C. C'est un code source, c'est-à-dire donc on verra c'est quoi un code source maintenant. Après, l'étape suivante, c'est la compilation. Une fois le code source terminé, il faut passer à sa compilation. On compilera maintenant le code source. Et la création d'un fichier exécutable. Donc, on met en place notre code source, on passe à l'étape compilation et maintenant on aura un exécutable. C'est-à-dire donc au final l'objectif c'est d'avoir un fichier exécutable que n'importe quelle autre personne pourra maintenant utiliser, que n'importe quelle autre personne pourra maintenant manipuler, n'est-ce pas? Après la création de code source maintenant, l'étape de la création de code source. C'est quoi la création de code source? Il s'agit de la phase de saisie. Donc là maintenant, on avait un objectif, on avait énuméré les fonctions, maintenant on passe à la création du programme. La création du programme donc correspond à quoi? Correspond à la saisie du code source. Le code source de votre éventuellement de modification de texte. Une série de commandes et de déclarations est appelée code source. Donc un code source c'est quoi? C'est une série de commandes et de déclarations. Une série de commandes et de déclarations. Maintenant, c'est quoi une commande? C'est quoi sont les déclarations au fur et à mesure. Donc c'est la première étape du développement. La première étape du développement. Le code source est créé à l'aide d'un éditeur. Il faut, une fois que vous voulez programmer en C ou sur n'importe quel autre langage, il vous faut au préalable un éditeur. Parce que c'est l'éditeur de texte qui va vous permettre de pouvoir saisir du texte. En parlant de saisie du texte, de pouvoir programmer, de pouvoir donc mettre en place votre code source. Sans cet éditeur-là, je vois mal comment vous pourrez donc mettre en place un code source. Il faut au préalable un éditeur. Maintenant, parmi les éditeurs, vous en avez plusieurs, ça dépend de l'environnement où vous êtes. Si on est sous Windows et autres, vous savez bon, mais l'éditeur les plus connus et qui sont plus disponibles sur l'ensemble des systèmes, c'est vous pouvez avoir Visual Studio Code. Visual Studio Code, vous pouvez l'installer sur l'environnement. Vous pouvez utiliser Sublime Text par exemple, vous pouvez utiliser CodeBlock. Tout ça, ce sont des éditeurs que vous pouvez avoir en Windows, quand et peut-être même en macOS, etc. Donc ce sont ces deux éditeurs. Par contre, pour ceux qui sont en environnement Linux, ils peuvent utiliser des éditeurs qui sont déjà des faux systèmes comme Nano ou installer du Vim, etc. Maintenant, on a un exemple de code source. À ce niveau-là, vous avez vu donc en rouge. Au départ, on a fait en rouge un include. Donc ici, on a une bibliothèque. C'est qu'on appelle studio.h. Peut-être on verra après, sinon s'il n'y a pas dans les séquences, je vous montrerai les bibliothèques. Donc on a, comme tout à l'heure, on a dit qu'une bibliothèque est un ensemble de fonctions. Donc dans ce fichier studio.h, c'est une bibliothèque qu'on va inclure. Et cette bibliothèque-là aussi va nous permettre maintenant d'accéder à des fonctions. Parmi ces fonctions-là, nous avons des scanners, etc. Donc sans l'inclusion de cette bibliothèque-là que nous avons ici, on ne peut pas faire appel à cette fonction-là par exemple. Et l'inclusion en C aussi, vous avez bien vu, il y a le mot-clé qu'on appelle include. Et ce mot-clé-là est précédé d'un dièse. Je mets un dièse include stdio.h. Je peux mettre un dièse include stdlib.h par exemple, etc., etc. Et il faut noter que les bibliothèques Java, comment ça s'appelle, les bibliothèques C qu'on inclut, on touche comme extension .h, n'est-ce pas?
même si votre code source, vous aurez un code source qui sera en code C. La bibliothèque elle est toujours en H. On verra la suite des objets. Donc ici on fait en place notre main printf. Le langage C vous souhaite la bienvenue. Donc printf va permettre donc de pouvoir afficher. On va donc envoyer un message à la sortie, n'est-ce pas? La sortie, parce que tous les fois on a la notion des entrées et des sorties. À la sortie, on aura le printf qui va nous permettre d'afficher dans ces sorties standards et l'écran. Donc, le code source sera sauvegardé dans un fichier dont le nom aura l'extension .c. Ce que j'ai dit tout à l'heure, votre code source là, en faisant un CTRL S, le chargeur des éditeurs, CTRL S, vous allez enregistrer votre fichier dans l'emplacement de votre dossier où vous voulez, mais l'extension ici, ça sera en .h. Donc, donnez le nom que vous voulez et l'extension sera en point. Comment ça s'appelle? En .c. Donc, par exemple, on peut donner, si on enregistre ce code là, on peut donner ce code là en disant quoi? Premier.c. Premier, c'est le nom de notre programme, de notre code source, avec l'extension .c. L'autre point, n'oubliez pas que l'autre point là, c'est le point de la phrase. Donc, compilation d'un code source. Une fois qu'on passe à la mise en place d'un code source, on a dit qu'il faudra le compiler, parce que le code source est déjà bien écrit. Reste maintenant à le copier. Donc, l'ordinateur ne peut pas comprendre le code source, et là aussi il faut bien repartir dans le système de l'information, le système d'information, en fait, comment l'information est, comment la machine gère l'information. Voilà. Du coup, l'ordinateur, elle ne comprend pas le code source que vous avez écrit en C. Tout ce qu'elle comprend, lui, ce sont des instructions binaires. C'est-à-dire, donc, c'est le langage machine. Donc, toute information que vous envoyez à la machine, elle va s'entrer donc à la convertir en une instruction binaire. Et en ce moment-là, elle va comprendre et pouvoir exécuter. Donc, le code source devra alors être transmis au compilateur. Comme l'ordinateur ne comprend pas le code source directement, il faut que vous transmettez ce code source-là à ce qu'on appelle un compilateur. Et c'est lui maintenant qui va faire la transformation de ce code source-là en langage machine. N'est-ce pas? C'est comme si vous prenez, vous faites une conversion décimale binaire. Donc vous avez converti tout ce qui est en décimale pour le mettre dans le langage machine, pour que la machine puisse comprendre quelle est l'information. Par exemple, si vous faites la somme 10 plus 2, n'est-ce pas? Ou bien vous faites 10 plus 12 par exemple, vous sommez deux nombres là. Vous l'envoyez ça à la machine va convertir le 10 en binaire, va convertir le 12 en binaire et va faire la somme et le résultat, elle vous fout. Parce que c'est en ce moment-là qu'elle va faire le traitement. Donc, une fois ce mécanisme-là, donc on l'appelle quoi? La compilation. La compilation, ce n'est rien d'autre que la transformation ou bien la conversion du code source en un langage machine. La conversion ou bien la conversion, la transformation, etc. du code source en un langage machine. Et c'est en ce moment-là que la machine va comprendre quelle est l'information, quelles sont les instructions que vous lui avez fournies. Et en ce moment-là, elle va passer donc à la compilation. Elle va vous fournir ce qu'on appellera un fichier objet, n'est-ce pas? Donc, le résultat de la compilation est l'obtention d'un code objet qui sera rangé dans un fichier .objet. Donc, une fois l'étape compilation terminée, votre programme C que vous avez envoyé, la compilation a été effectuée, ça passe success, elle vous génère un .objet, n'est-ce pas? Il sera comme nom, par exemple, premier .objet. Pourquoi premier objet? Parce que votre fichier s'appelait premier.c. Donc, le code objet contiendra les mêmes instructions que le code source. À ce moment-là, maintenant, on va passer à l'étape qu'on appelle l'édition des liens. Et dans ce moment-là, donc, le fichier objet n'est pas directement exécutable. Là aussi, vous avez vu. Donc, il n'y a pas un exécutable qui peut être fait à partir de ce fichier objet-là. Et là, donc, il faut passer à faire la notion de lien. Par exemple, vous avez l'habitude d'utiliser le point C. En Linux, par exemple, la création de liens physiques, liens symboliques, etc. Vous voyez. Ici aussi, il faut passer à une édition de liens.
c'est-à-dire donc les fichiers exécutables qui lui-même, comme il n'est pas directement exécutable, son contenu n'est pas complet, il faut maintenant passer à tenter à le compléter. Donc on le complète par l'incorporation des objets, des routines et fonctions prédéfinies que le programme utilise. C'est ça l'étape donc de la génération des routines. Donc un compilateur dispose de routines ou fonctions telles que printf, réalisant rapidement les opérations les plus fréquentes. Et l'opération d'incorporation est réalisée par un programme de chaîne, de chaînage qu'on appelle de link ou édition des liens, qui combine des instructions de programme présentes dans le fichier objet avec les routines définies par le compilateur pour aboutir afin à un code qui est exécutable maintenant, qui sera au fichier .exe. Maintenant, à ce moment-là, maintenant, comme vous avez vu, tous les exe que vous récupérez d'habitude, les logiciels que vous récupérez en format .exe, vous installez sur enfin. Il faut comprendre que c'est un programme qui a été bien énuméré derrière, n'est-ce pas, qui vous permet donc de faire ces différentes étapes-là. Et là, maintenant, une fois que vous exécutez votre fichier .exe, elle va aller exécuter le programme en question, le programme qui va maintenant vous donner les différentes instructions, les différentes séquences à faire pour le logiciel est chargé de faire. Donc on obtient alors un fichier exécutable de même nom que l'objet, mais avec l'extension .exe. Par exemple, notre fichier qu'on appelle premier.exe parce que notre fichier était dénommé premier. Donc là maintenant, si on comprend bien donc l'étape qui est la récapitulation donc de ces différentes étapes là où on parle de l'éditeur. L'éditeur, on avait dit quoi? L'éditeur, c'est un éditeur que vous prenez comme Visual Studio Code, comme Sublime Text, comme CodeBlock, un éditeur Nano, CI, Spaghetti, etc. Il y en a plusieurs. Il y en a Atom, il y a plusieurs en fait. Maintenant, une fois que l'éditeur existe, vous avez votre éditeur et c'est avec cet éditeur-là que vous allez définir votre code source. Le code source maintenant qui sera un ensemble d'instructions. Que vous écrivez les instructions de votre programme, ce que le programme est censé faire. Il faut savoir qu'au départ, le programme avait un objectif bien défini. Cet objectif-là vous avez permis de choisir les méthodes qui vont permettre de pouvoir accéder à cet objectif-là. Et maintenant, la création du programme, c'est là où vous avez le code source. Votre code source-là, vous l'enregistrez en un fichier .c. On l'enregistre en un fichier .c. Vous mettez vos instructions dans ce code source-là et on passe à l'étape suivante. Pourquoi l'étape suivante? Parce qu'on a dit le code source, la machine ne peut pas exécuter directement le code source. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut soumettre ce code source-là à un compilateur. Le compilateur, son rôle, ça sera quoi? Et il va transformer le code source que vous avez en un langage machine, c'est-à-dire donc en un langage binaire, parce que la machine ne comprend que le binaire. Donc, en un langage machine. Et cette phase-là maintenant est appelée compilation, n'est-ce pas? Et cette phase-là donc va générer, si la compilation est réussie, sans aucune erreur, parce qu'au niveau de la compilation, vous pouvez avoir des erreurs de syntaxe, des erreurs sémantiques, des erreurs, etc. Donc, une fois qu'il n'y a pas d'erreur du tout, à ce moment-là, la compilation va vous générer un fichier objet. Et c'est au niveau de ce fichier objet-là maintenant que vous allez passer à ce qu'on appelle l'édition des liens. L'édition des liens maintenant qui vont permettre, si l'édition des liens c'est bien exécuté et qu'on a rajouté que l'objet est incomplet, il faudra donc le compléter. Le complète comment? En ajoutant ce qui est défini. Donc une fois que cette chose-là est succès, il faut on génère maintenant un exécutable. Et cet exécutable-là maintenant donc sera aussi on peut importer cet exécutable-là qui va répondre à votre objectif. Donc au niveau de la phase de compilation, si la compilation n'est pas succès, on va retourner au code source. Vous voyez donc la flèche qui va retourner à l'éditeur pour revoir notre code source pour encore faire le trajet.
On passe à l'édition de lien. S'il y a erreur encore, on doit remonter au niveau de notre éditeur. Et même dans certains cas, voilà, ici, on remonte directement de notre code source. Sinon, si l'édition du lien est success, on obtient donc notre exécutable qu'on peut maintenant exécuter sur n'importe quelle machine, sur n'importe quel système. Voilà, exécutable. Bon, certains me diraient que celui-ci n'a pas un moyen exe, etc. Il y a des logiciels qu'on installe sur le disque qu'on peut exécuter des exécutables. Le point exe comme des logiciels comme Wine, ce sont des choses que je ne vous conseille pas de faire parce que ça donne beaucoup de marche derrière. Voilà, donc après troisièmement, si on comprend bien donc ce point-là sur les trois étapes, l'édition, le code source, la compilation et l'exécution, voilà, on passe maintenant à la suite du programme C. Donc un programme écrit en C comporte deux parties. Deux parties nous avons sur ce programme. On a l'entête et le corps du programme. L'entête maintenant c'est quoi? La structure, il y a deux choses. Il y a l'entête et il y a le corps du programme. Donc si on prend l'entête, ça dit quoi? L'utilisation des bibliothèques de fonctions. Donc dans notre entête tout à l'heure, on avait dit on dièse inclus studio.h. Exemple ici, si on vient ici, on a on dièse inclus studio.h. Donc il est vraiment d'avoir besoin d'une partie déjà implémentée dans une autre unité de compilation. C'est-à-dire donc, au lieu de redéfinir, de rester là à recompiler ce qui a été déjà fait, on vous dit d'aller maintenant récupérer ça au niveau de là où ça a été déjà fait. Et maintenant, il suffit justement de faire appel à cet objet-là, de faire appel à cette bibliothèque-là, n'est-ce pas? Donc, on fait appel à cette bibliothèque-là, ou même d'avoir besoin de fonctions de la bibliothèque standard. Bon, soit on a besoin de quelque chose que vous avez déjà énuméré au préalable, vous faites appel à votre fichier là, ou bien vous avez besoin de fonctions standards, des fonctions qui sont déjà prédéfinies, des fonctions qui existent déjà, et qu'il y a des bibliothèques dédiées à ces fonctions-là. Et on fait appel tout simplement à la bibliothèque en question, qu'on va inclure dans notre fichier à nous, dans notre fichier C, pour qu'on puisse maintenant avoir accès à ces méthodes-là. Parce que si on n'a pas inclus ce fichier-là, cette bibliothèque-là, on ne pourra pas du coup utiliser les méthodes qui sont implémentées à l'intérieur. Donc, on a la commande qu'il faut pour faire une inclusion. On fait un dièse include par exemple et on donne le nom de votre fichier. C'est-à-dire donc vous incluez une bibliothèque studio, une bibliothèque string.h, une bibliothèque math.h, etc. Donc tout ça sont des bibliothèques que vous pouvez inclure mais en donnant le dièse include, le mot-clé. Et on spécifie le nom de la fonction entre. Vous avez vu donc le nom de la fonction, qu'est-ce qu'il en dit? Ce n'est pas des parenthèses, mais plutôt des chevrons. Inférieur et on ferme avec le signe supérieur. Donc cette commande, comme nous l'avons vu, donc, est placée au début du programme. Tout à fait au début du programme. Donc cette ligne sera remplacée par le pré-processeur qui mettra à cette place un fichier correspondant. Ici par exemple on a un dièse include. Donc à la tête, au début, les tout premières lignes de notre fichier, de notre programme C, nous allons y mettre donc cette inclusion studio.h. Et dans ce fichier studio.h maintenant, on aura accès à l'ensemble des méthodes et des bibliothèques. Donc après on passe à l'étape suivante. Ça c'était donc la partie, l'entête de votre programme. L'étape suivante maintenant c'est quoi? C'est le corps du programme. Dans cette partie-là, on fait quoi? La déclaration des variables. Donc, les variables contiennent des valeurs qui sont utilisées pendant l'exécution du programme. Les variables sont des valeurs qui vont contenir des valeurs. C'est quoi une variable? Une variable, on vous a dit que c'est une zone de mémoire qui est réservée à l'information, stocker l'information. À chaque fois que vous définissez une variable dans votre programme, on l'a vu dans l'autre partie, dans la partie algorithme. Donc, vous définissez une variable dans votre programme. Cette variable-là va réserver, la machine réserve une zone cette variable-là. C'est dans cette zone-là qu'on va allouer la valeur que vous avez attribuée à cette variable. Et du coup, si vous définissez des variables dans votre programme, c'est de l'espace occupé de façon inutile.
contribuer à l'efficacité. Ça peut contribuer donc à l'efficacité de votre programme. Donc les noms des variables sont des identificateurs. Un identificateur, c'est quoi? Donc c'est un élément qui permet d'identifier un objet. Donc la déclaration des fonctions. Ainsi, le programme principal et les sous-programmes sont définis comme fonctions. Le programme principal comme les sous-programmes sont tous définis comme des fonctions. Et ainsi, vous verrez que le programme principal est défini par un main. C'est la suite. Donc, il n'existe pas de structure spéciale pour le programme principal, ni les procédures. Il n'y a pas de structure principale. Donc, ici, on a un programme principal. La fonction main est la fonction principale des programmes en C. Donc, si on est dans la partie programme principal, sachez qu'on est dans la fonction initiale qui va spécifier qu'on est au niveau du programme principal. Donc, tout ce que vous avez en dehors, en haut, en dehors de votre fonction là, cela maintenant, on n'est pas dans le programme, on est dans les sous-programmes, dans le programme. Parce que la structure du C aussi nous permet de définir des sous-programmes et autres en dehors du main. Donc, le main spécifique, donc, on est au niveau du programme principal dans le langage C. Elle se trouve obligatoirement dans tous les programmes. Elle se trouve donc obligatoirement dans tous les programmes. Si vous avez un programme C, obligatoirement on doit retrouver un main à l'intérieur. Ce qui fait que si vous vous rappelez, le premier programme qu'on a spécifié à ce niveau-là, si je remonte, le premier programme là, on a tout simplement donc un main qui est là. Là, on est directement au niveau du programme principal. Parce que c'est dans le programme principal. Les instructions qui sont au sein du programme principal, ce sont ces instructions-là que le compilateur va implémenter. Donc, les instructions qui sont en dehors, on fait appel à ces instructions-là, mais dans le programme principal. Et le compilateur, lui, va attaquer cette partie-là pour interpréter votre programme. Donc, l'exécution d'un programme entraîne automatiquement l'appel de la fonction main, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Donc, dès l'instant que vous êtes passé à la phase d'exécution de votre programme, c'est cette fonction-là qui est attaquée directement. C'est la fonction principale qui est attaquée directement pour que donc votre programme puisse s'exécuter. Voilà. Donc, après ça, maintenant, il est délimité par des accolades. Vous avez donc l'accolade ne doit pas donc la longueur ne doit pas dépasser 31 pour les identificateurs internes. Vous ne pouvez pas définir une variable supérieure à 31. Donc la distinction majuscule et minuscule n'est pas grave. Pour faire la distinction, on n'a pas la garantie de faire cette distinction. Ce qui veut dire que donc, les majuscules, minuscules,